avec ça on va aller gagner les guerres. Et oui, chers visiteurs, encore un sujet mousquetaire. Vous demandiez plus de vidéos sur les périodes autres que l'Antiquité et le Moyen-Âge. Cette année, vous êtes servis. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'idées reçues sur les mousquetaires, et ça s'est particulièrement ressenti dans ma vidéo sur le dernier film des 3 mousquetaires. Aujourd'hui donc, sortez vos plus beaux chapeaux à plumes et vos épées, direction les idées reçues sur les mousquetaires. Tous mousquetaires du roi ? C'est peut-être la première idée reçue. La popularité du roman d'Alexandre Dumas et de ses héros mousquetaires, eh bien, elle fait qu'on a souvent tendance à oublier quelque chose. Les mousquetaires du roi, c'est une minorité des mousquetaires. En fait, un mousquetaire, c'est un type de combattant, comme un épéiste avec une épée, un lancier avec une lance, un hallebardier avec une hallebarde ou je ne sais quoi. Le mousquetaire, c'est le soldat qui manie le mousquet. Voilà, c'est l'ancêtre du fusil que l'on retrouve au XVIe et XVIIe siècle. Je reviendrai un peu plus tard sur la différence entre mousquet et fusil d'ailleurs. Bref, le mousquetaire est avant tout un tireur, même s'il peut aussi se battre au corps à corps, et ben c'est pas son rôle principal. Ainsi donc, il existe des mousquetaires de à peu près tout et n'importe quoi. Certains appartiennent à la maison d'un grand seigneur, d'autres sont des mercenaires, et d'autres encore appartiennent à l'élite et sont rattachés à la maison militaire du roi. Ce sont eux, nos fameux mousquetaires du roi. Et bien entendu, entre le mousquetaire basique qui s'attache au service d'un commandant ou d'un autre, et les mousquetaires prestigieux de la maison du roi, la considération sociale, les moyens, les missions, c'est pas du tout les mêmes. Pour comparer avec nos jours, un soldat c'est quelqu'un qui a vocation à combattre lors de conflits, mais il existe beaucoup de types et beaucoup de niveaux de soldats différents, tout simplement. Les mousquetaires vivent toujours dans une caserne. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de films et de séries sur les mousquetaires du roi. Ils vivent dans une caserne militaire avec des gens qui s'entraînent, des gens qui se reposent, et des gens qui vivent là-dedans tous ensemble comme une ruche sans cesse en activité. Eh bien la réalité, elle est un peu différente. Parce que la caserne pour nous, ça semble être quelque chose de tout à fait normal pour des militaires, mais ça ne l'était pas du tout à l'époque. Les mousquetaires du roi sont créés en 1622, sous l'impulsion de Louis XIII qui détache à son service une cinquantaine de combattants à cheval, qui servaient déjà dans ses gardes, et il en fait une unité indépendante. Et jusqu'au règne de Louis XIV, son successeur, pendant plusieurs décennies, les mousquetaires du roi n'ont pas de caserne, parce qu'ils sont logés en réalité chez l'habitant. Plus précisément dans le quartier Saint-Germain-des-Prés, à Paris, qui présente l'avantage d'être très proche du Louvre. Ainsi, à l'époque, le roi était au Louvre et ses mousquetaires pouvaient être rapidement mis à sa disposition. Les habitants de Saint-Germain s'acquittaient de cette obligation qui avait valeur d'impôt, et c'est comme ça que les mousquetaires du roi sont devenus des figures incontournables du quotidien des Parisiens. Donc nos 3 mousquetaires, d'Artagnan et les autres qu'on trouve souvent dans une caserne, eh bien cela correspond assez peu à la réalité de cette époque. En revanche, Alexandre Dumas décrivait bien cela puisque tous les mousquetaires ont leur appartement ici et là en ville où ils logent avec leurs valets respectifs. Car oui, un mousquetaire du roi a au moins un valet, bien entendu. Et ça m'amène au point suivant. Les mousquetaires sont des militaires, sales et débraillés. On a tendance de plus en plus récemment à voir les mousquetaires comme étant sales, des militaires un peu grossiers. Dumas nous décrit même les mousquetaires par la phrase suivante: débraillés, avinés, écorchés, les mousquetaires du roi, ou plutôt ceux de Monsieur de Tréville, s'épandaient dans les cabarets, dans les promenades, dans les jeux publics, criant fort, retroussant leurs moustaches, faisant sonner leurs épées, heurtant avec volupté les gardes de Monsieur le cardinal quand il les rencontrait, puis dégainant en pleine rue avec 1000 plaisanteries. Cette phrase à elle seule a beaucoup servi à construire l'image des mousquetaires qui a été le socle de la création du film récent de Martin Bourboulon. Mais elle vient malheureusement surtout d'une incompréhension totale de la langue française, du moins de son évolution. Démêlons un peu tout ça. Écorché, ça ne veut pas dire que les habits des mousquetaires sont déchirés et ou qu'ils sont blessés, juste qu'ils sont très susceptibles. Le terme débraillé vient du mot médiéval braillel qui désigne le cordon servant à attacher les braies, l'ancêtre commun du pantalon et du caleçon. Quand les braies sont mal mises ou que le braillel est mal serré, on a l'air débraillé. Le terme a ensuite évolué pour désigner des gens habillés un peu n'importe comment, mais aussi et surtout dans le cas de nos mousquetaires, des gens sans retenue. C'est logique, le braillel retient les braies, si vous êtes débraillé, vos braies ne sont plus retenues. Les mousquetaires ne sont donc pas mal habillés, ils sont sans retenue, humainement parlant. C'est comme les gens de nos jours qui revendiquent avoir leur petit caractère, qu'ils disent ce qu'ils pensent ou qu'ils sont francs. En réalité c'est pas vrai, ça veut juste dire qu'ils savent pas se retenir. D'ailleurs, si vous dites ça, vraiment arrêtez et soyez gentil avec les gens. Vraiment, ça va vous rendre service, je vous le promets. Et aviner, ça veut simplement dire fêtard. Hein. Bref, ils sont susceptibles, sans retenue, fêtards, violents, insouciants et inconscients. Et ça, pour le coup, ça semble correspondre assez bien à la réalité. Pour autant, les mousquetaires sont très soucieux de leur apparence, très bien habillés, que ce soit dans le roman d'Alexandre Dumas comme dans la réalité. Alors certes, ce sont des militaires, mais en dehors de la guerre, ils ont beaucoup de missions de prestige pour accompagner le roi, et ils représentent le roi. Partant de là, le luxe, l'apparence, le panache, eh bien c'est très important, ce sont des nobles quand même, hein, faut pas l'oublier. D'ailleurs, les sources historiques nous décrivent assez bien l'éclat magnifique des mousquetaires du roi, notamment grâce à leur célèbre casaque.
L'uniforme des mousquetaires. D'ailleurs, puisqu'on en est à parler de vêtements, parlons de la fameuse casaque des mousquetaires. En fait, au moment de la création des mousquetaires du roi et jusqu'en 1673, il n'y a pas réellement d'uniforme pour cette unité, alors que c'est la plus prestigieuse de France. Comme je l'évoquais un peu avant sur les casernes, ce qui nous semble très naturel aujourd'hui pour des militaires ne l'a pas toujours été. Jusqu'en 1673 donc, les mousquetaires portent la casaque spécifique par-dessus leur tenue civile normale. Et cette casaque emblématique, pour le coup, elle existe depuis la création des mousquetaires du roi en 1622. Une casaque est un vêtement qui ressemble à une grande cape à 5 pans, avec des boutons à chaque ouverture. Cela permet bien entendu de la porter en cape, d'en faire un manteau en créant des manches ou adapté à ses envies. Cette casaque à l'origine était en laine bleue doublée de rouge, avec des croix à fleurs de lys en velours blanc et des fils dorés d'argent. Pas mal, non? C'est français. Les sources nous indiquent aussi que lorsque le roi veut un peu marquer le coup, il ordonne à ses mousquetaires de s'habiller avec du velours noir ou des habits gris galonnés d'or. Bon, vous sentez bien toute la classe des personnages, toute l'élégance, toute la richesse. Je vais vous remettre une petite image du film récent sur les 3 mousquetaires là, hein, pour voir si ça correspond à l'image que vous en avez, celle que je viens de vous donner. Le premier uniforme des mousquetaires ensuite sera rouge, et le rouge va rester dans les couleurs des 2 compagnies de mousquetaires jusqu'à leur dissolution définitive en 1816. Alors évidemment, ça nous semble bizarre parce qu'on imagine plus facilement les gardes du cardinal en rouge, mais l'association du bleu et du rouge était de tradition dans la maison du roi. En revanche, les gardes du cardinal portaient bel et bien une casaque rouge. La différence entre mousquet et fusil. Bon allez, ça c'est ce qui est revenu peut-être le plus souvent, j'ai vu que beaucoup d'entre vous avaient un peu de mal avec la différence entre mousquet et fusil. En fait, vous allez voir, c'est très facile. À la fin du Moyen-Âge, on commence à avoir des armes à feu portatives. À cette époque, cela ressemble à de petits canons rudimentaires et on parle de traits à feu. Par la suite, on va voir arriver des systèmes permettant d'avoir une mèche incandescente qui va allumer la poudre lorsqu'on appuie sur la queue de détente. On parle alors d'arquebuse. Lorsque les arquebuses vont commencer à se réduire en taille et à se fiabiliser dans le courant du XVIe siècle, c'est là qu'on va parler de mousquet, même si le terme d'arquebuse va perdurer un peu aussi pour désigner des mousquets. Bon, c'est la joie de l'armement historique, parfois on a le même nom pour un truc différent, parfois on a des noms différents pour un même truc, bref, on se marre quoi. Les mousquets sont donc des armes à feu avec un système à mèche qui sera utilisé pendant une bonne partie du XVIIe siècle dans les armées européennes. C'est l'arme que nos mousquetaires utilisent, et le but du jeu de l'époque ce n'est pas particulièrement d'être précis, mais d'opposer un mur de plomb aux formations adverses. Vous tirez plus dans une direction que sur un point très précis comme aujourd'hui. À cette époque, vous avez également le développement des armes à rouet qui fonctionnent de la même manière. On va allumer la poudre qui fait partir la balle, mais au lieu que cet allumage se fasse par une mèche incandescente, elle va se faire au moyen d'un système horloger qui va produire des étincelles. Et ce système, vous le connaissez bien, c'est celui de notre briquet moderne. Mais au lieu d'allumer du gaz, on allume la poudre. Une autre évolution qui va arriver dans ce courant de XVIIe siècle, c'est la platine à silex. Le principe est toujours le même, enflammer la poudre, mais cette fois en frottant un silex contre une pièce métallique qui va produire des étincelles et enflammer cette poudre. Les armes augmentent en précision, en légèreté et en fiabilité, et c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à parler de fusil. Mais pourquoi fusil? Eh bien en fait c'est tout simplement le nom qu'on donne parfois à la pièce métallique des briquets anciens, sur lequel on venait frapper un silex pour faire des étincelles et allumer un feu, exactement comme sur l'arme à silex. Vous voyez, finalement c'est simple, on ne peut parler de fusil que si on a, un fusil, voilà. Évidemment le terme va rester ensuite et devenir un terme générique pour ce type d'arme jusqu'à nos jours. D'ailleurs, figurez-vous que ce sont les Français qui ont inventé la forme traditionnelle du fusil. Je vous mets ma vidéo du musée de l'armée, on en parle juste ici. Et ben là, je suis en train d'allumer la mèche du mousquet pour vous montrer comment est-ce que on fait feu avec ce genre d'arme. En fait, cette poudre, elle va servir à allumer la poudre qui est à l'intérieur et qui, elle, va envoyer la balle. Fonctionne bien, hein? Ouais. On a juste allumé et franchement c'est cool. Oh, ça se fait très très bien. Je pensais que c'était un peu plus compliqué que ça, mais en fait le mousquet, ça s'allume vraiment facilement quoi. En fait c'est un silex. Là on a mis la poudre, toujours le même principe. Ça, ce qu'on appelle une batterie. On remet la batterie par-dessus la poudre. Clac. Ensuite le silex, il va venir taper contre la batterie, faire des étincelles et les étincelles vont aller dans la poudre, ce qui va l'allumer. Évidemment, ne faites pas ça chez vous les amis. Nous on le fait parce qu'on sait ce qu'on fait, mais ne faites pas ça chez vous. Mais alors, elle vient d'où cette confusion entre le mousquet et le fusil? Tout simplement des Anglais, encore une fois. Chez eux, il n'y a pas de distinction entre les deux armes et le terme musket est générique pour les deux types. Mais entre le mousquet à mèche et le fusil, il y a énormément d'évolutions dans l'armement, dans la manière de s'en servir et chez les gens qui les utilisent. Par exemple, entre mon mousquet et mon fusil, il y a quasiment autant de temps qu'entre mon fusil et celui-ci. Avouez que ça pose des questions quand même, hein.
Ainsi donc, utiliser des fusils pour représenter des mousquets, ça a un énorme enjeu dans le dernier film des Trois Mousquetaires. Vous imaginez un film sur Napoléon avec ce fusil-là ? Avec ça, on va les gagner, les guerres. Mais un de ces quatre, j'aimerais bien vous faire des démonstrations sur le terrain avec mousquet et fusil. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de voir ça, et prenez quelques secondes pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Les mousquetaires se permettaient d'être très familiers avec le roi. On le voit bien dans le film de Martin Bourboulon et dans quelques adaptations, les mousquetaires semblent très familiers avec le roi, voire impertinents. Mais qu'en est-il dans la réalité ? Là encore, on a une mauvaise compréhension de certaines notions. À cette époque, être familier veut dire que l'on est simplement habitué à votre présence. Le roi connaît d'ailleurs bien ses mousquetaires, appelle les officiers par leur nom et entretient un lien particulier avec eux. On parle de familiers du roi, cela ne veut pas dire qu'ils sont familiers avec le roi. Parce que le roi de France, c'est le roi de France, et même si les mousquetaires sont nobles en termes de rang social, ils en sont à des années-lumière. D'ailleurs, si Louis XIII reste un roi relativement accessible, il reste accessible pour un roi, toute proportion gardée. L'absolutisme va s'installer progressivement en France jusqu'à faire de Louis XIV, son successeur, le roi soleil qu'on connaît, complètement intouchable et inatteignable. Mais Louis XIII, il n'en est pas encore là. Et ça, c'est pas arrivé par magie, mais en partie par l'installation de la violence d'État à la guerre, comme pour réprimer les révoltes des autres nobles et autres rebelles. Et dans ce genre de travail, les mousquetaires du roi étaient souvent en première ligne. Les mousquetaires manquaient toujours d'argent. Alors on dit souvent que les mousquetaires du roi n'ont pas beaucoup d'argent, c'est d'ailleurs un des traits principaux des personnages du roman qui passent leur temps à en chercher. Mais là encore, il faut remettre tout ça dans son contexte. Dans les Trois Mousquetaires, on oublie trop souvent que si les mousquetaires passent leur temps à chercher de l'argent, ce n'est pas parce qu'ils n'en ont pas, mais bien parce qu'ils dépensent sans compter, et qu'ils font n'importe quoi, dans l'excès le plus complet, au jeu, à la boisson, et la moitié du temps par caprice. Si on compare avec les mentions d'argent reçues par des personnages de basse extraction, on peut même dire qu'ils gagnent et dépensent des sommes absolument folles. Alors les mousquetaires manquent un peu d'argent, peut-être, mais pour des nobles en haut de l'échelle sociale militaire, ça veut tout dire. Même en manquant d'argent, ils en ont déjà plus que beaucoup d'autres, beaucoup plus. Rappelons également la notion importante de patrimoine, encore valable de nos jours. Certes, on est riche d'argent, mais la richesse de l'éducation culturelle, ou des armes, ou le fait d'être bien né, ce sont aussi des richesses qui permettent d'ouvrir beaucoup de portes. Ainsi donc, les mousquetaires d'Alexandre Dumas, comme ceux de la réalité, ne sont pas spécialement pauvres. En revanche, comme je l'évoquais plus avant, ils n'ont pas beaucoup de retenue. Les mousquetaires sont de nobles héros au grand cœur. Les plumes habiles de Dumas et Maquet ont fait des mousquetaires des héros merveilleux, au-dessus du commun des mortels par leur valeur, leur élégance, en un mot, leur panache. Mais qu'en est-il de la réalité ? Le génie littéraire d'Alexandre Dumas, c'était de réussir à embrouiller tellement la réalité et la fiction qu'il est parfois bien difficile de distinguer l'un de l'autre. C'est une histoire romancée plus que réécrite qu'il nous propose le plus souvent, c'est comme ça que nos mousquetaires, d'une certaine manière, semblent ne pas être si éloignés de la réalité. Mais là encore, prudence. Les mousquetaires représentent un idéal de leur époque, un idéal de noblesse qui certes est fait de valeurs positives, mais aussi d'un sens de la morale à géométrie variable, puisqu'ils se pensent en droit de la décider eux-mêmes. De la même manière, en plus de coûter très cher, ils sont particulièrement turbulents et violents, ce qui vaudra aux compagnies de mousquetaires d'être dissoutes plusieurs fois dans leur histoire. En fait, les mousquetaires du roi semblent avoir fait de la violence sans retenue un mode de vie, ce qui dans leur esprit les place naturellement au-dessus de tout le monde. Et puis les Parisiens profitent un peu aussi de leur prestige, ce qui a bien entendu amélioré leur réputation. Bref, on est devant l'archétype de ce qui plaît encore beaucoup au cinéma ou dans les séries actuellement, des gens ultra violents, plus des anti-héros magnifiques que des défenseurs de la veuve et de l'orphelin, mais dont l'élégance et le charisme leur permettent de se sortir de toutes les situations. Finalement, Dumas n'a fait qu'arrondir un peu les angles, encore une fois. Et voilà pour nos idées reçues sur les mousquetaires du roi, j'espère que cela a pu vous apprendre quelques trucs, n'oubliez pas de liker, partager et commenter la vidéo, ça fait toujours du bien à la chaîne, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet. Mais d'ici là, n'oubliez pas que l'histoire est vivante.